Mes bien chers geeks, mes bien chères geekettes, bienvenue dans cette compilation des meilleurs moments de 100% pour déjà la 5e année. Alors bon, 5 ans, vous vous rendez compte quand même, nous, à la fin des 4 ans, on s'était dit, là, on tiendra pas une semaine, et voilà, ça fait 5 ans, c'est incroyable, j'en reviens pas. Alors bon, je n'ai plus qu'à me taire et à vous laisser profiter de cette magnifique compilation et tous ces merveilleux souvenirs que ça va nous faire remonter en mémoire. Ah, regardez. Oui, donc, excusez-moi, en fait, je m'adressais pas à vous, enfin si, je m'adressais à vous, mais au vous du futur. Parce que bon, comme vous avez vu, hier c'était l'anniversaire, donc là, hop, pour l'année suivante, pour l'année prochaine qui vient, on va faire encore une fois une compile des meilleurs moments de 100%, si on est encore en vie, bien entendu, dans un an. Et donc là, j'ai pris les devants, comme c'est moi qui fais le premier 100%, pof, je prépare déjà le premier plateau de la compile des 100%. Voilà, parce que bon vivant, ça rime quand même avec prévoyant, et oui. Le nouveau blockbuster de Michael J. Plus 2, Buzz, sortira dans un petit mois et aura bien évidemment droit à son adaptation vidéoludique, comme tout long métrage hollywoodien qui se respecte. Transformers La face cachée de la Lune sortira donc le 24 juin, quelques jours avant le film. Et comme vous pouvez le voir avec le trailer diffusé en ce moment, il y a de la bagarre au programme. Que vous soyez sous votre forme de robot ou alors transformé en voiture de sport, vous devrez toujours remplir vaillamment votre mission, tout faire péter. Espérons juste que cette adaptation ne soit pas aussi mauvaise que ses prédécesseurs. Et maintenant, un nouveau trailer pour The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D. Et cette fois, il frappe fort, histoire de bien nous rappeler que si on pouvait déjà vivre des moments épiques sur la sacro-sainte Nintendo 64, on doit s'attendre à mieux concernant le portage sur 3DS de ce titre devenu légendaire. Mais trêve de paroles inutiles, laissons parler les pixels. Et pour finir, une bonne nouvelle pour les fans de la série de jeux Ghost Recon. En effet, Ubisoft vient d'annoncer Ghost Recon Online à venir sur la plateforme qui a vu naître la licence, le PC. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'Ubisoft invite les joueurs à participer à la bêta du jeu. Pour cela, il suffit de vous rendre sur le site officiel, en tout attaché, ghostrecononline.com. Et bon, dernière nouvelle que nous vous laissons le soin de juger si elle est bonne ou non, le jeu sera free to play. Bon, là, effectivement, je vous avoue, quand j'ai vu le conducteur, je me suis posé quand même une question, parce que le reportage, c'est quand même, donc je le lis quand même parce que j'ai pas envie de sauter des mots, l'influence des mangas et des animés sur le tourisme au Japon. Alors maintenant, on va faire de l'ethnophilosophie, je sais pas, ça devient de plus en plus culturel quand même, cette chaîne. Moi, je pensais que c'était poète-poète. Bon, il y aura du poète-poète quand même, parce que bon, parler de l'influence des animés et du manga sur le tourisme, pour un pays quand même, et si on en croit les animés et les mangas, qui est tout le temps envahi d'extraterrestres, où à tous les coins de rue, on risque de se faire défoncer par un ninja avec une combinaison de ski orange, qu'après, en plus, on risque de se faire sonder par des monstres multitentaculaires. En même temps, c'est vrai que, bon, si on en croit toujours ces mêmes sources, les infirmières et les doctoresses sont particulièrement habiles pour faire recouvrer la santé, même aux plus grabataires d'entre nous. Moi, je dis, effectivement, quelque part, le tourisme. Lors du 9e colloque de la Société française des études japonaises du mois de décembre 2010, une série de conférences était proposée sur des thèmes très contemporains et liés aux univers de l'animation, de la pop culture et des modes urbaines.
Une partie de ces conférences fut regroupée sous le titre « Le Japon des magazines, exotisme et construction identitaire ». Au sein de ce panel, Clotilde Sabre de l'Université de Lille 1 proposa une conférence ayant pour titre « Manga, voyage et exotisme, la pop culture japonaise entre regard occidental et symbole national ». Sujet à la fois sensible et complexe. Que cela soit dans les magazines, les films d'animation ou dans les mangas, n'avons-nous pas une image tronquée ou déformée de la réalité ? Une version idéalisée en quelque sorte ? Notre passion pour certains aspects de ce pays n'est-elle pas une sorte de filtre qui nous empêche de voir la réalité ? Et que pensent les Japonais de ces touristes occidentaux qui connaissent par cœur les paroles du générique de City Hunter ou viennent visiter le musée Ghibli pour ensuite se plonger dans le quartier d'Akihabara ? Ce ne sont là que quelques problématiques que Clotilde Sabre nous propose comme sujet de réflexion, tout en prenant garde aux multiples clichés. Observer ce phénomène d'un point de vue ethnologique ? Voilà bien quelque chose qui peut sembler assez intrigant. Cela correspond toutefois à une évolution des thèmes de recherche de l'ethnologie, comme nous l'explique très simplement Clotilde Sabre. Au tout début où j'ai commencé à étudier l'ethnologie, c'était un parcours assez spécial, puisque donc l'ethnologie classique, voilà, c'est l'ethnologue qui s'en va au bout du monde, voilà, avec les tribus en Amazonie, enfin, c'est l'image un peu classique. Et moi j'ai commencé par un parcours où on nous apprenait vraiment ce qu'ils appellent l'ethnologie du présent, l'ethnologie contemporaine, donc où justement tout peut être sujet d'études ethnologiques, voilà, tous les phénomènes de notre vie actuelle. Donc ça touche beaucoup à la sociologie, mais c'est pas tout à fait la même approche. Donc pour moi la question, il n'y a jamais eu c'était assez naturel en fait. J'ai commencé par m'intéresser quand j'étais en maîtrise, donc à l'époque, j'ai commencé par faire une étude dans une boutique spécialisée en fait, qui vendait des mangas, ce genre de choses. Et comme voilà, le côté ethnologie, un pays, une culture différente, j'avais toujours un attrait pour le Japon, donc j'ai fait le lien assez facilement en fait. Après une première partie sur l'historique de la pop culture japonaise en France, Clotilde Sabre développe son propos et définit ce qu'elle nomme le pèlerinage médiatique, ou la mise en tourisme de la passion. Bien que ce phénomène existe ailleurs, comme par exemple pour les lieux liés au film Harry Potter ou Le Seigneur des Anneaux, il acquiert au Japon une importance toute particulière. Ce qu'on connaît du Japon par le biais justement des mangas, des animes, même si les gens, par expérience, je sais qu'il y a beaucoup de gens, ils vont commencer à regarder des reportages, ils vont utiliser les petites vidéos qu'il y a sur YouTube, il y a plein de vidéos de la vie, le métro au Japon, ou Shibuya, le croisement, tout ça, ce genre de choses. Donc, et en fait, c'est des choses qu'on voit aussi beaucoup il y a beaucoup de mangas qui se passent dans Tokyo. Et donc du coup, les gens vont vouloir aller voir ce qu'ils ont vu dans les mangas. Donc du coup, ça va un petit peu guider le choix des lieux à visiter, puisque quand on voyage, on n'a pas le temps en général, malheureusement, de vraiment vivre la vie quotidienne des habitants du pays. Donc voilà, il y a les guides, comme le guide de Routard. D'ailleurs, je crois que ça existe, il y a eu des trucs qui ont été publiés, voilà, de découvrir le Japon du manga. Donc il y a les trucs classiques, du genre aller au musée Ghibli, aller voir, par exemple, j'ai déjà rencontré quelqu'un qui m'a dit que quand il était allé pour la première fois à Tokyo, il voulait aller voir les keitai qui sont dans X de Clamp, ou alors il y a plein de gens qui sont d'ailleurs, j'ai vu ça aussi quand je suis allée à la Japan Expo, il y avait Tsukasa Ojo qui était invité, et je sais plus qui faisait l'animation, mais en parlait justement, les gens qui voulaient absolument voir My City parce que c'est dans City Hunter et qu'en fait maintenant ça s'appelle Luminé, etc. Mais j'en connais, oui, effectivement, qui sont tout de suite allés à Shinjuku, donc finalement pour voir quoi? Un grand magasin. Donc si on n'est pas fan, si on ne connaît pas City Hunter, ça n'a pas de sens, alors que quand on est fan et qu'on aime ça, au contraire, ça fait quelque chose et on y tient beaucoup, quoi. Le regard des Occidentaux sur la pop culture et les visites de nouveaux lieux chargés d'affectifs va modifier bien évidemment le regard que portent les Japonais sur cet univers. Cette culture va peu à peu gagner en considération. Elle était jusqu'à présent réservée en grande partie à des fans, parfois considérés comme une population assez renfermée sur elle-même, avec le phénomène des otaku. Les autorités japonaises ont essayé peu à peu de tirer profit de cette manne financière et de ce succès à l'étranger. L'idée d'un Cool Japan ou la stratégie d'un soft power nippon fait peu à peu son chemin. Cela va se traduire plus concrètement par une réorganisation dès 1997 de l'Office de tourisme japonais, qui recentre désormais sa communication en direction des visiteurs occidentaux. La célébrité de la pop culture est aussi mieux prise en compte dans les différents organismes japonais à l'étranger par exemple. Le quartier d'Akihabara va aussi bénéficier de cet essor et de cet afflux de touristes, au point qu'aujourd'hui encore, on parle d'un Akihabara boom. En fait, le quartier, il est en pleine reconstruction.
Moi, la première fois que je suis allée au Japon, c'était en 2005, donc je suis allée à Akihabara. Bon, je parlais pas un mot de japonais, donc c'était un peu difficile. Moi, il y a un Français qui m'a un peu emmené pour me faire visiter, mais voilà, c'était d'ailleurs c'était à l'époque de la diffusion de Densha Otoko, où justement on montrait, pour les Japonais, le quartier d'Akihabara était montré dans la série, etc. Et en fait, voilà, le quartier, donc justement il y avait toutes ces boutiques très particulières, on pouvait trouver tout et n'importe quoi, et voilà, et c'est tout. Et si on voulait essayer de voir ça un petit peu, fallait se débrouiller par soi-même. Et en fait, au fur et à mesure, donc je suis retournée plusieurs fois au Japon depuis, et en fait, il y a des immeubles qui ont été construits, il y a des visites du quartier qui se sont mises en place, donc ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, moi, justement, parce que pour moi on est vraiment complètement à la fois dans le pèlerinage médiatique et puis dans l'essai de justement en faire quelque chose de vraiment touristique, quoi, côté japonais. Et donc le quartier est en pleine rénovation, mais en même temps il se dit que du coup justement les otaku qui fréquentaient le quartier s'en vont, parce que voilà, c'est pas du tout leur but, c'était de se rassembler eux, d'avoir des boutiques où ils pouvaient trouver les produits qui les intéressaient. Et en fait maintenant il y a les touristes viennent plus uniquement, voilà, c'est plus Akihabara Electric Town où on vient pour trouver des gadgets électroniques moins chers, etc. Il y a vraiment ce côté où on vient visiter le quartier des otaku. La construction du nouveau musée du manga à Kyoto illustre également cette volonté de l'État japonais de donner à l'univers de la pop culture une image de sérieux et de respectabilité. Le manga devient un sujet de recherche, ses symboles et son histoire un objet de réflexion. À travers une étude statistique, Clotilde Sabre a essayé de déterminer quelle population pourrait s'intéresser à la visite d'un tel musée. Elle nous en livre ici les premiers résultats. Alors, ce qui était très intéressant au musée du manga, c'était un questionnaire qui était en libre service en français et en anglais. Donc, j'ai pas eu des réponses que de francophones. Mais ce qui était vraiment intéressant, c'est de voir que Kyoto est moins associé immédiatement avec la pop culture, tout le côté très moderne, etc. Et il y a quand même beaucoup de gens qui venaient, par exemple parce que le musée est vraiment chaudement recommandé dans les guides, même dans le Michelin, Japon, etc. Donc le musée a une bonne image parce qu'il est vraiment recommandé dans les guides. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui viennent au musée du manga plutôt parce que eux, ils sont venus visiter le Japon peut-être pour d'autres raisons. Et par exemple, Kyoto, les temples, le côté zen, beaucoup plus classique de la culture japonaise. Et en fait, ils ont dans l'idée que, pourquoi pas, c'est aussi un aspect intéressant à connaître. Et donc allons-y, allons voir. Puis il y a pas mal de familles aussi, de gens qui voyagent avec leurs enfants et qui se disent que, justement, c'est moins sérieux et ça va plaire à leurs enfants, etc. L'image du fan de pop culture ou de l'otaku aurait-elle désormais changé ? Serait-il devenu respectable ? Ce n'est pas si simple. Le terme d'otaku connaît aujourd'hui encore une définition différente au Japon et en Occident. On vante cette culture vis-à-vis des étrangers, mais il s'agit avant tout d'une méthode marketing et non d'une réalité sociale bien plus contrastée et complexe. La perception que j'en ai moi, puisque après il y a d'autres, j'ai rencontré des gens, des chercheurs qui travaillent au Japon sur la question otaku, etc. C'est que oui, justement, quand on peut-être côté japonais, dans l'idée de présenter justement le côté cool Japan, on enlève tout le côté problématique, les problèmes sociaux qui peuvent être liés au phénomène des otaku, etc. Et donc par exemple sur le site américain de l'Office du tourisme japonais, il y a une page invitation à un parcours otaku. Et donc, en gros, on conseille d'aller à Akihabara, d'aller dans telle boutique, d'aller au musée Ghibli. Donc, je ne suis pas convaincue que ce soit vraiment le summum de la sortie des otaku, type otaku. Mais donc voilà, en plus, c'est plutôt dans l'idée, le mot est plus employé avec les problèmes sociaux qu'il peut y avoir derrière, le côté problématique, un peu mis à l'écart, etc., qui pose problème dans la société japonaise. Pour conclure son intervention, Clotilde Sabre montre la difficulté qu'il y a à définir ce double regard français et japonais sur la pop culture.
La popularité de cet univers à l'étranger a créé un nouveau tourisme de plus en plus rentable que de nombreux acteurs publics ou privés essayent de capter. Et cela n'est pas sans conséquence. C'est justement les pistes qui m'intéressent, et voilà, de voir un petit peu, c'est d'abord de continuer à explorer cette question du double regard et de l'interaction entre donc légitimation extérieure et légitimation intérieure, donc émique éthique, et puis la question aussi donc il y a un acteur manquant quand même dans tout ce que j'ai expliqué, c'est justement la société japonaise, mais au niveau des individus, c'est-à-dire que pense-t-il de tout ce phénomène pour je me suis entretenue surtout avec les chercheurs du musée du manga, voilà, des gens qui sont déjà des universitaires, qui eux sont très sceptiques, sont très contents d'obtenir des fonds pour pouvoir justement archiver les mangas, etc. Puisque le musée du manga, donc c'est une bibliothèque pour les habitants de Kyoto, mais qui par contre sont très très sceptiques, font la moue quand on leur parle du Cool Japan. Et donc moi j'étais en 2009, il y avait un projet d'un très grand musée qui avait été voté, qui a fait un scandale pas possible d'ailleurs avant les élections, et ils étaient très sceptiques justement vis-à-vis de ça. Je vous remercie. Et encore une fois, je m'aperçois que Julien Pirou est un homme décidément plein de goût. Parce que bon, un des 6 va parler de Dying Earth, un des RPG inspiré d'un des univers de Jack Vance. Jack Vance, que j'ai découvert quand j'étais petit comme ça. Moi, j'étais déjà grand à l'époque pour ma taille actuelle. Mais bon, moi, j'avais lu le cycle de Chai avec le Pnum, le Wank, le Dirdir. Oh, je l'ai fait dans le désordre. Le Chash, le Wank, le Pnum et le Dirdir. Et quand j'avais découvert ça, et je savais même pas en plus qu'il y avait un jeu de rôle. Alors bon, ça tombe bien parce que si vous êtes comme moi, peut-être que vous avez adoré Jack Vance et que vous ne savez pas qu'il y a un RPG. Alors moi je dis merci Julien Pirou, merci. Bonsoir et bienvenue de l'autre côté de l'écran. Oui, je me doute que cette petite phrase vous avait manqué dans les précédents Indés6. Aujourd'hui, nous allons parler d'un jeu médiéval fantastique un peu particulier car il se passe dans l'univers créé par l'auteur Jack Vance, la Vieille Terre, ou la Terre Mourante, selon les traductions. Cet univers est le théâtre de livres tels que Kugel l'Astucieux, sa suite Kugel Saga, ou encore Rialto le Merveilleux. Ce jeu se démarque car il dépeint un monde apocalyptique et se concentre sur l'immersion des joueurs grâce à un système excessivement simple. Bienvenue sur la Terre de tous les péchés, bienvenue dans Dying Earth. Dying Earth se déroule dans un futur très lointain mais pourtant possible, où le soleil est en train de s'éteindre et où bien sûr sa disparition entraînerait celle de la Terre. C'est l'occasion pour la race humaine de se prélasser et de se complaire dans la décadence la plus totale et absolue. Les gens ne cherchent plus, n'inventent plus, voire ne travaillent plus, à moins bien sûr que ce travail soit dans leur propre intérêt. Un exemple concret, la compétence de connaissance générale est appelée ici pédanterie, car apprendre ne sert plus à rien quand le soleil risque de s'éteindre, à part pour frimer. Mais il ne s'agit pas pour autant d'un monde de science-fiction, mais bel et bien de fantasy et donc la magie à libre cours. Outre les humains et la faune et la flore habituelles, le monde est peuplé de semi-démons et de prédateurs intelligents et parlants. Dans ce jeu, vous incarnerez un être humain comme les autres, c'est-à-dire qui tentera de mener sa vie avec un minimum d'efforts et un maximum de savoir-vivre et de bénéfices. En fait, vous ne savez pas faire grand-chose d'utile, mais vous pouvez vous essayer à tout. D'ailleurs, aucune compétence ne vous sera fermée, vous aurez le choix entre le débrouillard, l'apprenti magicien ou l'archimage confirmé. Votre seul et unique but sera de survivre, de satisfaire vos tentations et surtout d'avoir la classe en toutes circonstances. Pour ce jeu, vous n'aurez besoin que d'un seul des 6. Chaque chiffre du dé correspond à une qualité de réussite, la barre de succès étant fixée à 4 ou plus. Pour ne citer que les deux extrêmes, le 1 est un échec lamentable et le 6 un succès extraordinaire. C'est un système en fait basé sur le stop ou encore. Chaque joueur dispose d'une réserve de points de compétence qui sert uniquement à relancer le dé si le résultat ne lui plaît pas. Le système est donc fait pour que le joueur ne dépende pas uniquement du hasard mais puisse réussir facilement afin de préserver le ton du personnage. Dans Dying Earth, l'ambiance prime sur les règles, et c'est à ce compte que l'on peut persuader le meneur qu'une règle peut s'appliquer dans la situation qui arrange le joueur. Et oui, enfin un jeu où on peut bluffer librement le MJ. Dying Earth propose un univers très singulier et particulier. Il est à la fois baroque, chamarré et excessivement libre. Il favorise l'immersion, l'emploi d'un vocabulaire ampoulé et sophistiqué, car votre personnage utilisera bien plus souvent sa langue que sa rapière. C'est d'ailleurs ce style particulier qui pourra rebuter certains joueurs, et si vous êtes maître du jeu, il faudra s'attendre à ce que les scénarios s'allongent au gré de ces derniers. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien!
Il est grand temps à présent de retrouver Otto avec la charmante Caroline, en quasi direct du Japon, hein, comme d'habitude. Elle n'est pas encore rentrée, non, elle est toujours là-bas. Et un petit peu comme chaque année, vous savez, on arrive en juillet, on s'approche d'un événement relativement connu, hein, je ne sais pas, pour certains, une certaine JE, un truc comme ça, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Mais bon, donc il y aura des groupes qui vont jouer sur scène, et on fait une petite présentation. Alors je crois qu'il y aura les Igensbriski, il y aura Shanti, il y aura Taro et Jiro, mais bon, Caroline, elle vous le dira beaucoup plus agréablement que moi. Caro. Bonsoir à tous et bienvenue dans Otto. Ce soir, je suis dans le quartier en fait où j'habite, hein, Daitabashi, à Izumicho. Enfin, c'est la dernière fois en fait que je suis ici puisque je suis en plein déménagement pour ceux qui suivent un peu mes aventures sur le net. Et c'est la dernière fois en fait que je foule ce sol, ces petites pierres. Et donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu l'endroit où j'ai vécu pendant pas mal de mois. C'était vachement bien. Même si cette émission, franchement, si vous arrivez à la voir à l'antenne jeudi, ça relève presque du miracle tellement on a eu des galères pour la faire. Dans l'émission d'aujourd'hui, il y aura donc la présentation des artistes qui viennent se produire à Japan Expo. Donc on aura tout d'abord Taro et Jiro ainsi que les Igensbriski. Mais avant, une immense présentation des concerts à venir en dehors de Japan Expo. On commence les concerts avec Mono. Ils seront en France pour 4 dates, dont le 5 juin à Paris à la Machine du Moulin Rouge. Ensuite, vous retrouverez Maximum The Hormones, toujours aussi déjantés pour leur tournée européenne. Le 17 juin, ils seront au Hellfest et le 18 à Paris au Bataclan. La chanteuse de New Jazz, Shanti, qui sera en concert à Japan Expo, passera également nous saluer pour la fête de la musique. Elle sera le 21 juin donc à la Maison de la Culture du Japon. Le 22 juin, c'est le groupe Boris qui se produira à la Maroquinerie de Paris. En tournée européenne avec Russian Circles, ils feront un grand nombre de dates et de pays. Le célèbre compositeur Hisaishi Joe organisera un concert de charité le 23 juin. Il dirigera un orchestre symphonique pour reprendre ses compositions pour les films d'animation Ghibli, dont le dernier Hakunin. Ce concert sera très vite sold out, alors ne perdez pas de temps. Le 1er juillet, c'est le légendaire groupe X-Japan qui se produira enfin en France et plus précisément à Paris au Zénith. Pour info, il reste encore quelques places. L'excellent Tokyo Ska Paradise Orchestra reviendra en France comme tous les ans en juillet. Ils seront le 3 juillet donc à la Maroquinerie de Paris et le 16 au festival Les Arts Scéniques. Toujours en juillet, on enchaîne avec du rock. Guitar Wolf seront en concert le 5 au festival Holidays in the Sun et le 7 à la Maroquinerie de Paris. Miyavi sera lui aussi de retour pour participer au festival Les Arts Scéniques comme Tokyo Ska Paradise Orchestra, mais ce sera le 15 juillet. Une des grandes surprises du mois de juillet, c'est le retour de Gact. Après son succès en Europe l'année dernière, le revoilà avec 2 dates à Paris, le 20 et 21 au Bataclan et une date à Toulouse, le 29 au Bikini. On termine avec Diran Grey qui seront en concert durant le mois d'août. Ils vont s'enchaîner le 9 et le 10 au Divan du Monde à Paris. Et à partir de la rentrée, s'il n'est pas déjà sold out, on parlera sûrement du concert de Sakamoto Ryuichi. Donc on commence la présentation des artistes qui se produiront au JE Lifehouse de Japan Expo et on commence avec un duo que vous connaissez peut-être déjà. Il s'agit de Taro et Jiro, 2 frères qui ont déjà participé à pas mal d'événements en France, dont Japan Expo Sud ainsi que Polymanga. Ils débutent donc leur carrière en 2000 alors qu'ils ne sont âgés que de 10 et 13 ans. Oui, je sais, c'est un petit peu précoce. Et 9 ans plus tard, donc en 2009, ils vont carrément aller stacker à Londres. Et en fait, un petit peu comme on fait au Japon, c'est-à-dire qu'on fait des lives de rue pour montrer en fait notre talent, essayer d'avoir des fans et éventuellement se faire remarquer par un manager d'un label. Eh bien, ils ont fait pareil à Londres. Ils ont fait énormément de street live, si on peut dire ça, près du London Eye. Mais ils ont également eu la possibilité de jouer dans le pub Finnegan's Wake de façon hebdomadaire. Après avoir rempli leur barre d'expérience en matière de live, les voilà repartis pour le Japon en mai 2010. Autant vous dire que l'anglais, ils maîtrisent. Du coup, ça se ressent dans leurs chansons qui sont dans les 2 langues. C'est en octobre 2010 qu'ils sortent leur premier album Emotions et très vite après, en janvier 2011, c'est l'arrivée du 2e, Brothers Fight. Comme je
le disais au début, peut-être que quelques-uns d'entre vous ont pu apprécier leur talent à Japan Expo Sud qui a eu lieu à Marseille en février. Et d'ailleurs, ils ont fait énormément parler d'eux. Ils sont montés très vite sur la capitale pour faire également des concerts. Est-ce que vous serez vous aussi conquis par leur musique rock aux diverses influences? Eh bien, pour le savoir, ne les ratez pas le jeudi 30 juin à 14h dans la salle du JE Lifehouse et en showcase à la Fnac des Champs-Élysées également le mardi 27 juin à 17h. On passe maintenant à la présentation d'un groupe de rock composé uniquement de filles. Vous avez peut-être déjà vu leur clip Michigan passer à l'antenne. Ces 4 filles qui ont la classe sont les Lazy Guns Brisky. C'est en 2006, lorsqu'elles sont encore au lycée, qu'elles se rencontrent et décident de former un groupe. Les 4 membres sont Lucie au chant, Izumi à la guitare, Azu à la basse et au chœur, et enfin Moe à la batterie. Et après avoir sorti un premier CD démo en 2007, elles sortent leur premier album dans un label indé en 2008, alors qu'elles n'ont que 19 ans. Fin 2008, elles arrivent à débuter en major avec leur premier mini-album Catching. C'est le label Babe Star de Victor Entertainment qui a eu la bonne idée de les signer. En juillet 2009, sortie du deuxième mini-album 26 Times chez Flying Star Records. En plus des nombreux lives qu'elles font au Japon, elles décident de changer d'horizon et s'ensuit une énorme tournée européenne dont je pense les Français se souviennent encore. Leur premier mini-album est d'ailleurs disponible en Europe. En novembre 2010, elles créent leur propre label GOD Records, GOD c'est pour Gazelle of Dreams, d'où elles ont sorti leur premier single Childhood. Et enfin en mai 2011, elles ont sorti leur premier full album éponyme à leur nom de groupe on va dire, puisqu'il s'appelle Lazy Guns Brisky et leur album s'appelle Lazy Guns Brisky. Donc c'est sous le label Movement de Sexy Stone Records. Et si vous craquez pour ces 4 demoiselles aussi sexy que rockeuses, rendez-vous normalement le 30. Voilà, c'est très pratique. Le 30 juin dans la salle du JE Lifehouse à 15h, mais également le samedi 2 juillet à 17h30 dans la même salle. Ça y est, c'est la fin de l'émission. Il est temps maintenant de parler des nouveautés qui entreront en rotation sur nos lives juste après le J-Top samedi soir. Et cette semaine, entre autres, nous aurons mon chouchou Matsushita Yuya avec son nouveau clip Naturally. Il y aura également Every Little Thing avec Sasayakana Inori, Kudo Mayu avec Tomorrow's Song, Ashita no Uta, d'accord, c'est le titre entier, c'était un peu long, j'avais un doute. Il y aura également Sola Toito de Mook, un clip très attendu par de nombreuses personnes. Il y aura aussi Save the One, Save the Whole de TM Revolution et apparemment il y aurait un tie-up avec une comédie musicale de Bleach. Juju, ma Juju que j'aime tant mais qui ne marche pas sur nos lives avec Sayonara no Kawarini Asakura Sakura. Il y aura également le clip du HP pour lequel vous votez chaque semaine sur le forum de No Life. Et enfin, il y aura aussi Stereo Pony avec Chisana Maho. C'est l'opening de Tegami Bachi et moi j'adore cette chanson. C'est une des chansons de Stereo Pony que je préfère le plus, hein, dans mon top 5. Elles sont dedans. Enfin, cette chanson-là en tout cas est dedans. Donc voilà, encore plein de nouveaux clips cette semaine. Je sais que plein de gens sur le forum râlent parce que ça devient de plus en plus compliqué de choisir des clips et de voter. Mais n'arrêtez pas pour autant, continuez et gagnez des cailloux, gagnez des saphirs, gagnez plein de toutes sortes de pierres hein, et essayez d'avoir un maximum de slots pour pouvoir voter pour un maximum de clips parce que moi c'est ce que je fais toutes les semaines et je suis encore loin en fait mais je n'abandonne pas, je fais de mon mieux pour voter toutes les semaines. Donc je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine pour un prochain auto où on parlera encore, enfin présentera d'autres artistes qui se produiront au JE Lifehouse et dans un très bel endroit à Tokyo également la semaine prochaine. Bye bye.
Bon, ben voilà, hein, c'est déjà la fin de ce premier 100% de l'année, hein, quelque part. Donc, enfin de l'année, oui, de l'année civile, calendaire, tout ça machin, rapport à l'anniversaire. Excusez-moi, je suis pas très clair, mais hier on a fait une super soirée pour l'anniversaire. On s'est couché bien tard, alors bon, j'espère que vous pardonnerez ces petites cernes que je n'ai pas entièrement réussi à cacher sous la couche épaisse de maquillage. Et donc je vous fais des gros bisous qui sentent un petit peu la laine de la nuit. Et je vous dis quand même à bientôt pour de nouvelles aventures.